Bienvenue dans ce chapitre 3 du cours d'ergonomie consacré aux bonnes pratiques à mettre en place sur une interface web pour en faire un résultat qualitatif. Alors, comprendre le fonctionnement des utilisateurs, leur manière de percevoir les éléments qui les entourent et qu'on leur présente, permet d'adapter les produits à leurs besoins. Un support de communication, qu'il soit web ou print, devra suivre certains codes pour être sûr de bien transmettre le message voulu et d'atteindre ainsi les objectifs fixés. Je vous ai regroupé les bonnes pratiques d'ergonomie à mettre en place sur un site dans 4 ensembles, hein. 4 objectifs qu'il va falloir atteindre, celui de l'organisation, de la lisibilité, de l'intuitivité et de l'accessibilité. Alors ces 4 ensembles sont construits de manière arbitraire, mais la volonté est de pouvoir vous amener les bonnes pratiques de manière logique pour que vous les compreniez mieux et qu'on puisse en voir un certain nombre à l'intérieur de ce cours. Alors, on va commencer tout de suite avec l'organisation. Donc, pour être ergonomique, un support de communication doit être organisé et c'est sans surprise qu'on en revient à la question de l'arborescence. Effectivement, comme on l'a déjà vu ensemble, la première question qu'on doit se poser lorsqu'on réalise une interface web est celle du contenu. Quel contenu je vais faire figurer sur mon site et surtout comment je vais organiser ces contenus et les hiérarchiser pour assurer une certaine clarté dans les informations présentées sur le site pour garantir une navigation claire et facilitée à mes internautes sur mon site. Garant de la navigation sur le site internet, ça va être le menu principal. Et le menu principal, il va tenir deux rôles. Il va être à la fois un moyen de navigation sur l'interface, mais aussi un repère de navigation. On l'a vu ensemble dans le premier chapitre de ce cours, les deux notions principales de l'ergonomie sont l'utilité et l'utilisabilité. Le menu principal, en tant que repère de navigation, va pouvoir assurer, confirmer à l'internaute l'utilité du site en lui donnant une vision globale des contenus qui sont présents. Et puis, il va également servir de moyen de navigation puisqu'il va permettre, via ce menu, à l'internaute d'accéder à différentes pages du site, voire même à d'autres niveaux de navigation lorsque l'arborescence est un petit peu plus profonde. Pour remplir son rôle efficacement, le menu principal doit être évidemment bien identifiable et si possible, même si la mention vous paraît un peu surprenante, il faut qu'il ait le même format et la même position sur toutes les pages du site. On verra par la suite que ce n'est pas systématiquement le cas. Enfin, pour bien être efficace, à la fois comme repère et comme moyen de navigation, il doit être organisé et hiérarchisé logiquement, travail initialement réalisé dans la réalisation de l'arborescence. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'interface. Ce premier exemple est une capture d'écran du site de la ville Beren-les-Forbach. C'est une capture d'écran puisque entre-temps le site a été refondu. Tant mieux pour eux, même si c'est dommage parce que ça me donnait un très bon exemple pour les cours. Alors, sur cette capture d'écran qui correspond à la page d'accueil du site, on va remarquer plusieurs informations. La première est un premier bandeau en haut de page qui va présenter à la fois le logo de la ville, mais aussi le visuel d'illustration qui représente ici une vue de Beren-les-Forbach. Alors on pourrait questionner la pertinence de ce visuel, puisqu'il est assez terne et pas forcément représentatif d'une ville dynamique telle qu'on pourrait vouloir la donner comme image. Sous ce bandeau, ce qui nous intéresse nous un petit peu plus, c'est la présence d'un menu principal, qu'on identifie nous internautes comme le menu principal, puisque c'est le plus impactant sur l'interface. Ce deuxième menu se situe donc sous le premier bandeau, c'est le deuxième bandeau de l'interface, et il présente 3, 4, 5, 6, 7 entrées. On est dans un nombre relativement suffisant. L'internaute n'est pas surchargé par le nombre de rubriques, il peut donc les apprécier correctement. On avait vu dans le deuxième chapitre de ce cours notamment la notion de mémoire et ce fameux calcul qui tendait à dire voilà, nous, internautes ou hommes en général, on a tendance à être capable de percevoir et de comprendre simultanément cette information à plus ou moins deux items. L'idée est évidemment pas de dire que si on a plus de 7 entrées sur un menu, il n'est pas bon, mais c'est surtout de dire il faut limiter l'information, ne pas en donner trop, de peur qu'elle ne soit pas saisie, perçue correctement par les utilisateurs. Donc là, on a un menu qui est relativement équilibré dans le nombre de rubriques qu'il présente, mais on a quand même quelques problématiques dans la manière de les présenter, qui entament du coup le rôle que doit jouer le menu comme à la fois repère et moyen de navigation. Alors, vous ne le voyez pas puisqu'il s'agit d'une capture d'écran, mais
Sur ce menu, vous avez un visuel de fond pour chaque rubrique. L'idée était, lorsque vous survoliez une rubrique, toutes celles qui se situaient à sa droite s'alignaient sur la droite du bandeau pour laisser place à l'image de fond de la rubrique survolée. Donc autant vous dire que lorsque vous survoliez plusieurs rubriques, c'était une animation un petit peu trop intrusive, ça bougeait un petit peu dans tous les sens. Ça, c'est le premier, c'est ce qu'on pourrait qualifier de premier frein à la bonne appréciation du menu. Le deuxième va être un véritable problème de lisibilité des différentes rubriques. Lisibilité entamée par différents critères: l'orientation du texte, le manque de contraste entre le texte et l'image de fond. Alors ils ont bien tenté sur cette version de site de s'assurer que le contraste serait toujours présent en apposant un contour à la police d'écriture, ce qui n'est pas un bon réflexe puisque ça alourdit d'autant plus le texte et ça ne le rend pas nécessairement plus lisible. Ce qui vient entamer aussi la lisibilité de ce menu, c'est le côté un petit peu italique des différentes entrées et la présence de police avec de l'empattement. Tout ça mis bout à bout, cet ensemble de freins rend la lecture et l'identification des rubriques principales de ce menu particulièrement difficile pour l'internaute. C'est donc un mauvais point en termes d'ergonomie. Si on regarde un petit peu le contenu maintenant, on va avoir quelques surprises. Alors on a une entrée accueil en toutes lettres qui se fait du coup le relais du clic sur le logo pour accéder à la page d'accueil, qui est un point positif. Ensuite on a une rubrique La mairie qui a l'air mine de rien d'entrer en contradiction, en tout cas en opposition avec la zone de menu complémentaire, on va l'appeler complémentaire puisqu'elle est moins impactante, située juste en dessous, sous un bandeau horizontal, dans un format un petit peu plus classique. La mairie, la ville, quelle différence entre les deux entrées? On n'a pas le même nom qui les désigne, mais pourtant on peut se poser la question. Dans la troisième entrée de notre menu principal, on va avoir la notion de projet, puis scolaire. Alors scolaire vient là encore en opposition avec le menu complémentaire situé en dessous, qui présente une rubrique enfance et scolaire. Du coup, moi, internaute, j'ai une information à trouver sur la scolarisation de mes enfants, par exemple. Où est-ce que je vais en priorité? Association, pour la vie associative de la ville, sport, qui là encore vient en opposition avec le menu complémentaire en dessous, avec une rubrique intitulée Le sport, et puis agenda. Donc cette problématique d'opposition d'informations entre le menu principal et le menu complémentaire qui s'y trouve va amener à un vrai problème et une vraie remise en question de la bonne organisation et de la bonne hiérarchisation des contenus présentés sur ce site. Le menu tel quel ne peut pas réellement jouer son rôle à la fois de repère mais aussi de moyen de navigation. Dernière petite chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'est que nous nous trouvons, comme je vous l'ai précisé, sur la page d'accueil du site. Pourtant, lorsqu'on regarde le menu en l'état, on peut se poser la question si on n'est pas sur la page agenda, puisque c'est celle qui a le plus d'impact, c'est sur elle qu'on fait la focale dans la construction du menu principal. La logique voudrait, vu le fonctionnement du menu au survol, que toutes les entrées à partir de la mairie soient alignées à droite pour laisser apparaître uniquement le visuel de fond de la page d'accueil et ainsi proposer une interaction à l'actif qui permettrait de donner un repère supplémentaire à notre internaute. Donc vous l'aurez compris, le rond rouge en haut à droite de la capture d'écran ne fait évidemment pas partie du site et est là pour indiquer qu'on est sur un mauvais exemple de hiérarchisation des contenus. Deuxième exemple, je ne vais pas m'attarder, c'est un site sur lequel j'étais tombée en faisant quelques recherches pour la construction de ce cours, notamment sur le champ visuel qu'on a vu en deuxième chapitre. Alors là, on est effectivement sur un site qui est un petit peu daté. La plus grosse problématique, au-delà de toutes les autres qui vont se poser, c'est la navigation. Alors, même si on pourrait penser que le champ visuel est le titre du site, ça n'en est rien, c'est le titre de la page. Le titre du site se situe au-dessus, sous la forme de Oftasurf, le site sur l'ophtalmologie, et en dessous, on a une zone de navigation. D'ailleurs, si on est assez précis, et en se basant sur les lois de proximité et de similitude de la théorie de la Gestalt, on va se rendre compte qu'on a deux zones de navigation. Pourquoi on va pouvoir différencier ces deux zones? Tout simplement parce qu'elles, même si elles sont collées l'une à l'autre et qu'elles n'ont pas de marge les différenciant, elles ont exactement le même format à la différence de la couleur de fond. C'est cette différence visuelle qui va nous permettre de définir un menu principal sur le fond vert et un menu secondaire complémentaire qui apparaît en dessous selon la rubrique sélectionnée. On est d'accord, cette différence en termes de format est quand même très légère puisque
Pour tout le reste, les liens ont tous la même couleur, la même forme, la même police d'écriture, à part éventuellement un changement de graisse entre le menu principal et le menu secondaire. Donc il n'est pas si évident que ça, si aisé que ça, de différencier ces deux zones de navigation. Autre problématique ici, évidemment, c'est qu'on n'a aucune interaction à l'actif, et puis surtout, on a un nombre très important d'informations, alors qui dépasse largement les 7, mais on a dit qu'on ne s'accrochait pas à un nombre en particulier, mais effectivement, on a trop d'informations de navigation, l'utilisateur peut très vite se retrouver perdu sous cette masse d'informations, on est dans un véritable cas de densité informationnelle. Donc là encore, on n'est pas sur un bon exemple de site et d'interface correctement organisé. Autre exemple, le site de la ville de Strasbourg, que je vous ai indiqué comme bon exemple, mais je vais nuancer. Alors, sur le site de la ville de Strasbourg, on a deux zones de navigation, une principale que vous allez trouver sous le bandeau, avec 3 entrées en couleur sur la gauche et 3 entrées sur fond gris sur la droite, et vous avez un menu secondaire qui se situe lui au-dessus du bandeau, au-dessus du logo, avec des entrées telles que contact, lettres d'information, espace presse et les entrées des langues. Là, on voit déjà qu'on fait sans difficulté la différenciation entre ces deux zones de navigation et leur importance respective, grâce à la marge qui les sépare, loi de proximité, et grâce à leur différence de format, loi de similitude. À l'intérieur du menu principal, alors on est sur le site d'une ville importante, d'une communauté urbaine, on a donc énormément d'informations sur cette interface. On voit pourtant qu'on a un menu qui est assez allégé. Ce menu principal présente 3 premières entrées qui sont les plus impactantes et dont on suppose qu'elles vont être nos moyens privilégiés de navigation sur le site, développement et rayonnement, vie quotidienne, environnement et qualité de vie. Et au même niveau, vous avez aussi 3 autres entrées, grands projets, Villécus et actualité, qui vont porter vers d'autres types d'informations. Pourquoi on va faire cette différenciation sans trop de difficultés? Tout simplement, là encore, en se basant sur la loi de similitude et en voyant les différences de présentation de ces informations. Les 3 premières rubriques sont présentées sur 2 lignes, sur fond de couleur, avec une flèche indiquant un niveau de profondeur un peu plus important, et puis en lettres capitales. Sur la droite, les 3 autres entrées sont écrites en minuscules sur fond gris et ne se différencient pas particulièrement les unes des autres. Donc c'est vrai que là, on oriente l'attention de l'utilisateur vers les 3 premières rubriques du menu principal. Alors on peut se poser la question, 3 entrées principales uniquement sur un menu d'une interface aussi vaste que celle d'un site de communauté urbaine, ça peut poser la question de la bonne organisation des contenus. Alors si vous étiez en face de moi, je me permettrais de vous demander combien d'entre vous ont déjà navigué sur ce site et demander à ces mêmes personnes combien d'entre elles ont trouvé l'information qu'elles recherchent. Parce que malheureusement, à force de vouloir trop réduire les entrées principales, à force de vouloir trop réduire cet entonnoir et ne proposer que quelques ensembles d'informations pour rentrer dans la navigation sur le site, on finit du coup par ne pas donner suffisamment de visibilité aux différentes rubriques présentes, aux différentes informations présentes sur le site, et de présenter des intitulés qui ne vont pas être suffisamment parlants. Développement et rayonnement, vie quotidienne, environnement et qualité de vie, on ne sait pas immédiatement vers quelle rubrique se diriger lorsqu'on cherche une information pratique, notamment, je ne sais pas moi, sur les horaires de piscine par exemple. On se rend compte effectivement que lorsqu'on rentre dans ces 3 rubriques, on se retrouve du coup dans un menu déroulant avec un nombre très impressionnant d'informations et le parcours de navigation n'en est pas nécessairement facilité. Donc on a ici un bon exemple en termes de construction de zones de navigation, en termes d'efforts réalisés pour limiter un maximum la densité informationnelle sur le menu principal, mais cette organisation et hiérarchisation des contenus doit être maintenue jusqu'au bout pour assurer une navigation facilitée sur l'intégralité du site et sur tous les niveaux de profondeur. Excusez-moi, je suis toujours là, je continue. Du coup, je vous ai fait un petit parallèle quand même avec le print, même si vous êtes spécialisé en web, on a des paliers qu'on peut faire avec les autres supports de communication. Alors évidemment, la notion d'ergonomie va être importante sur un site web, puisqu'on a une interaction beaucoup plus forte entre l'internaute et l'interface web qu'entre une cible et un support imprimé. Mais il y a quand même des choses qui se recoupent.
Notamment dans le print, les contenus seront présentés par ordre d'importance, y compris dans une image, et c'est notamment le travail que portait celui de Pál Almási, qui est un photographe et un reporter hongrois, qui a défini les composants visuels d'une image en 3 groupes qu'on va percevoir en premier par rapport aux autres. Les 3 groupes dont il est question, ce sont les composants vivants, les composants mouvants et les composants stables. Et avec cette étude, on se rend compte que lorsqu'on va regarder un visuel, en termes de perception, on va d'abord porter une attention naturellement aux composants vivants de cette image, puis aux composants mouvants, puis aux composants stables. Alors on va voir la pratique sur ces 3 visuels. Sur le premier visuel sur la gauche, on a le visuel d'un homme qui gravit une montagne et on se rend compte effectivement que le premier élément qu'on va remarquer sur cette image, c'est pas les montagnes qui sont en arrière-plan, c'est l'homme. C'est la première information qu'on va repérer puisque c'est l'élément vivant de ce visuel. Excusez-moi. Faire un enregistrement de cours avec une petite bronchite, c'est pas forcément l'exercice le plus facilité. Je m'excuse pour le dérangement vous concernant à l'audition, à l'écoute de cet enregistrement. Donc effectivement, sur ce premier visuel, la première information qu'on va retirer, c'est celle de l'élément vivant qui va être représenté par l'escaladeur. Et puis on a ensuite, comme autre élément, puisqu'il n'y a pas d'élément mouvement sur cette photo, on va ensuite repérer la montagne au premier plan, celle qu'il est en train de gravir, puis celle qui se situe au second plan. Sur le deuxième visuel, nous n'avons pas d'élément vivant, mais la première information qu'on va repérer, c'est l'élément mouvant de ce visuel, à savoir la fumée. Et on verra par la suite, dans une perception très rapide, les éléments stables, l'usine, les cheminées, etc., qui composent le reste du visuel. Et sur la droite, on a les 3 qui sont réunis, et notre attention va effectivement se porter d'abord sur les 2 personnages sur la petite barque, sur le mouvement du filet qui est lancé avec la fumée aussi derrière, et ensuite sur les autres éléments stables. Donc même dans du visuel, on a une véritable hiérarchie des contenus qui va modeler la perception qu'on va pouvoir avoir notamment d'un visuel. Alors, qu'on soit sur un support web ou un support print, l'organisation, au-delà de celle des contenus, l'organisation visuelle qu'on va présenter, le travail de mise en page, et notamment au travers d'une charte éditoriale sur un site, va être extrêmement important. Ça va tout simplement garantir une communication globale cohérente, permettre à l'internaute d'accéder au contenu et de bien comprendre la hiérarchie des différentes informations, et puis ça va permettre de faciliter tout simplement sa lecture. Sur une interface web, c'est pas parce qu'on est sur du web qu'on ne doit pas y porter la même intention que sur un support print. On va travailler la rédaction à destination du web, on va structurer notre page avec des titres et des sous-titres qui visuellement doivent être impactants à différents niveaux. On va construire nos paragraphes, la plupart du temps plus courts et plus concis, on ne met pas des blocs de texte interminables, on essaye d'aérer un petit peu la page. Et puis on va proposer aussi des mises en exergue. Alors des mises en exergue, c'est par exemple le fait de mettre certains mots ou certaines expressions en gras. On va proposer des mises en exergue, là encore pour faciliter la lecture de l'internaute, pour attirer son attention sur les éléments principaux et les plus importants du texte qu'on lui présente. Ça jouera un rôle aussi, toute cette construction de page et cette charte éditoriale, dans le bon référencement du site. Donc c'est assez complémentaire. Si je vous présente ces 2 textes, vous noterez, si vous vous amusez à les comparer, qu'on a exactement le même contenu à gauche et à droite, mais que vous conviendrez comme moi que sur la droite, on a beaucoup plus de facilité et d'envie d'ailleurs de lire le contenu que sur la gauche. Pourquoi ? Parce que sur la droite, un minimum de travail de mise en page a été fait et surtout on a une véritable hiérarchisation des informations à l'aide des tailles de police différentes, des mises en exergue et de la mise en page générale. Voilà pour la notion d'organisation. Alors, comme on l'a vu dans le point précédent, la mise en page permet de souligner la hiérarchie des informations présentées, la taille de la police, sa graisse, nous permettront de savoir s'il s'agit d'un titre principal ou d'un sous-titre. Cette mise en page participe donc à l'organisation visuelle du contenu, mais aussi à sa lisibilité qui est le deuxième critère que je vous amène dans l'application des bonnes pratiques. Donc pour être ergonomique, un support de communication doit être lisible évidemment, grâce notamment au travail de mise en page, qui va venir en renfort des contenus présentés, de l'information présentée, en soulignant sa hiérarchie. Et puis, ça c'est
véritablement le cas à la fois dans le print et dans le web, même si on peut faire une nuance, puisque nous ne lisons pas de la même manière sur un écran que sur un support imprimé. La lecture à l'écran est prouvée, hein, elle est plus fatigante, même si on a des écrans de plus en plus performants, d'où la nécessité d'avoir une rédaction adaptée et une mise en page travaillée. Des exemples, alors sur le même texte à gauche et à droite, on ne va pas avoir la même facilité de lecture. La mise en page va donc jouer son rôle. N'hésitez pas à aérer vos pages, à jouer sur les interlignes, sur les marges, sur les sauts de lignes. N'ayez pas peur du blanc dans la conception d'une interface en général. Évitez aussi la justification. Autant sur un support imprimé, on va pouvoir travailler la justification des textes pour avoir un rendu beaucoup plus graphique. Le problème, c'est que sur le web, vous n'allez pas pouvoir maîtriser tous les défauts qui a trait à la justification, comme des espaces énormes ou au contraire l'absence d'espace ou la réduction des espaces sur une même phrase. Vous n'allez pas pouvoir tricher comme on pourrait le faire sur un support imprimé. Donc évitez la justification, restez sur un alignement à gauche ou une information centrée lorsqu'elle est courte. Toujours dans cette question de la lisibilité se pose aussi le point de la typographie. Lorsqu'on va travailler sur une interface, il faut choisir sa typographie avec attention. Alors, les ergonomes ne sont pas forcément tous d'accord sur cette question-là, mais moi je vais vous amener mon point de vue. Je préfère privilégier des polices sans sérif sur une interface. Alors je vous ai mis deux exemples, hein, Arial à gauche, Times à droite. Les sérifs, ce sont les empattements, ce sont ces petites décorations que vous avez notamment sur le Times pour chaque lettre, hein, les barres tombantes du T, ou alors sur son socle, bref, sur toutes les lettres, vous allez avoir un petit jeu à la fin, à chaque extrémité de la lettre. C'est ce qu'on appelle des empattements. Au-delà du fait que ces empattements vont amener aussi, vont participer à l'image de marque que vous souhaitez renvoyer, elle ne va pas nécessairement systématiquement assurer une bonne lisibilité des contenus. On a bien noté que la lisibilité, la lecture à l'écran était plus complexe que sur un support imprimé, d'où ma recommandation de privilégier pour les blocs de texte des polices sans sérif comme l'Arial ou d'autres, hein, parce qu'heureusement il n'y a pas que l'Arial. Alors, pourquoi je dis que les ergonomes ne sont pas tous d'accord sur la question? Certains disent qu'avec l'évolution de la qualité de nos écrans, cette nuance n'est plus nécessaire. Voilà, à vous de vous positionner si vous avez un doute, faites des recherches et forgez-vous votre propre opinion professionnelle, c'est mon conseil. Ça n'empêche pas évidemment d'utiliser de la police sérifée pour, je sais pas moi, par exemple, les rubriques, les boutons, les titrages pour rester en cohérence avec votre image de marque et votre identité visuelle si c'est du sérifé. Mais sur le corps du texte, préférez tout de même des polices sans empattement. Autre point pour une typographie adaptée, c'est le fait de choisir une police d'écriture qui soit web safe. Alors qu'est-ce que veut dire web safe aujourd'hui? Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de rentrer dans le détail. À l'époque, on utilisait un nombre assez restreint de polices d'écriture puisqu'on se basait sur les polices d'écriture qui étaient installées de base sur tous les ordinateurs. Si lorsqu'un utilisateur allait sur un site internet qui présentait une police d'écriture qui ne figurait pas dans son installation de base, dans l'installation de son ordinateur, une police de remplacement lui était proposée, ce qui avait tendance parfois, quand elle n'était pas anticipée, à entamer la mise en page travaillée sur le site. Du coup, à l'époque, lorsque vous vouliez, je sais pas moi, par exemple, mettre un titre un petit peu funky dans une police d'écriture un petit peu originale, eh bien vous en faisiez une image. Vous alliez découper votre titre sur votre maquette Photoshop et vous l'intégriez dans votre page sous la forme d'une image. Donc pas forcément très pertinent en termes de référencement et puis assez fastidieux. Et puis est arrivé Google Web Fonts, Google Fonts, qui vous propose, alors ça c'est formidable, tout un panel de polices d'écriture qui sont libres de droit, qui sont extrêmement variées, dans des orientations graphiques assez variées, et qui vous permettent du coup de charger cette police d'écriture depuis un serveur, d'aller l'appeler sur un serveur externe en mettant un simple lien sur, sur les codes, sur les fichiers de code pardon, de votre site. Ce qui permet du coup à tous les utilisateurs, quelles que soient les polices d'écriture installées dans leur machine, d'avoir accès à la même mise en page. Autre moyen, si vous ne souhaitez pas faire appel sur le serveur, c'est de la charger sur le vôtre, là où sera hébergé votre site internet. Dernier point, et pas des moindres, lorsque vous choisissez une typographie pour votre site, il faut que celle-ci soit
cohérente. Une typographie est un élément graphique, est un composant d'une réalisation graphique. Un composant qui a été souvent laissé au second plan, mais avec l'arrivée du flat design, on se rend compte que c'est un élément graphique à part entière sur lequel on va beaucoup jouer. Si vous regardez par exemple dans Strasbourg ou ailleurs, hein, des affiches du milieu culturel, vous vous rendrez compte parfois qu'il n'y a plus de visuel et que toute l'affiche est construite sur un jeu de typographie. Donc on est vraiment en train de lui redonner ses lettres d'or. Où je veux en venir, tout simplement à vous faire comprendre qu'une typographie va devoir être choisie avec attention et que chaque typo va avoir sa propre personnalité. Du coup, impossible d'aborder cette question sans prendre l'exemple de la comics sans MS. Qui est quand même très dénigré dans nos milieux, enfin, dans le milieu de la communication. Alors, le message, c'est pas de dire il ne faut pas utiliser la comics en MS, c'est de dire il faut l'utiliser dans le bon contexte pour qu'elle soit réellement efficace. Or, la comics en MS est une police réalisée pour la présentation d'informations ludiques, alors dans des écoles, hein, pour des invitations à des anniversaires, en dessous de 8 ans, hein, après ça marche plus. Pourquoi ludique? Parce que on est sur de la rondeur dans les lettres, un côté légèrement manuscrit, pas forcément très rigide ou très droit. C'est ce qui va nous amener ce côté un petit peu décalé. On se rend compte aujourd'hui que son utilisation est de plus en plus répandue dans divers domaines qui sont particulièrement sérieux. Alors je vous ai mis dans les visuels du support une photo de défibrillateur ou d'un rapport de police aux États-Unis qui sont effectivement rédigés en comics sans MS, pas terrible. Je vous conseille d'aller voir ce site, Comics sans criminel. Je vous ai mis un lien sur la dernière capture d'écran qui est formidable. Il est vraiment bien fait et vous fera certainement sourire. Moi, dans ce que j'ai pu voir, alors par exemple, les contrats de vacataires à l'université de Strasbourg étaient pendant très longtemps rédigés en comics sans MS. C'est très drôle de signer son contrat à l'université de Strasbourg. Dans des agences du Crédit Mutuel, je suis tombée sur des procédures de dépôt qui sont encadrées à côté des guichets pour vous faciliter un petit peu la tâche. Là encore, rédigé entièrement en comics sans MS parce que c'est très très fun de déposer un chèque. Enfin voilà, vous pouvez utiliser la comics sans MS à condition de l'utiliser dans un contexte qui lui correspond et ce postulat est valable pour toutes les polices d'écriture existantes. Autre information sur la lisibilité, l'utilisation de majuscules et de minuscules. Alors, évidemment, le message, c'est de préférer les minuscules aux majuscules sur votre interface, tout simplement déjà pour ne pas donner le sentiment à vos utilisateurs que vous leur hurlez dessus, mais aussi parce que lorsqu'on lit, nous, internautes, nous, humains en général, on a tendance à se concentrer sur la partie supérieure de la ligne. C'est comme si vous traciez un trait horizontal au milieu de votre ligne, au milieu de vos lettres. Nous, on a tendance à se concentrer sur la partie supérieure et on devine plus qu'on ne lit. Du coup, lorsque vous mettez que de la majuscule, vous enlevez un maximum d'informations qui permettent de deviner les lettres. Alors, mon conseil, c'est évidemment de ne pas bannir la majuscule de votre site. Vous avez tout à fait le droit de l'utiliser. Là encore, pourquoi pas pour des titres, des rubriques, des boutons. Mais pour le corps du texte, même information que pour la police sérifée ou sans sérif, préférez plutôt les minuscules. Et si jamais vous utilisez des majuscules, pensez à les accentuer, puisqu'en français maintenant on les accentue, et que comme sur l'exemple qui figure sur cette diapo, parfois un accent peut changer le contexte ou l'information que vous donnez. Dans le premier cas, un gendarme tue, dans l'autre, c'est le gendarme qui est tué et qui devient la victime. Donc c'est important, un accent peut avoir son importance. Lorsque du coup vous sélectionnez une police d'écriture, il faut que vous fassiez attention à trouver une police qui vous permette de présenter éventuellement des informations en majuscules avec leurs accents. Et alors ça c'est mon petit cheval de bataille, parce que vraiment j'y tiens beaucoup. Ça n'est pas parce que vous rédigez sur un site internet que vous devez faire fi de l'orthographe et d'une bonne rédaction. Alors là c'est une vraie annonce, hein. C'est pas une fausse annonce, c'est pas une blague, c'est une vraie annonce. Je sais plus sur quelle plateforme elle avait été mise en ligne, je me demande si c'était pas sur Le Bon Coin à l'époque. Ça a fait le tour du web. La personne qui a mis en ligne cette annonce vend pour 5 € son petit cousin violet. Alors heureusement qu'il y en a le visuel, parce que du coup on comprend qu'il ne s'agit pas de son petit cousin, mais bien de deux petits coussins
de couleur violette, voilà. Alors c'est une manière un peu humoristique de souligner l'importance d'une rédaction de qualité, et je vais me permettre d'élargir un petit peu le message. Faites-le au-delà du site ou du support de communication sur lequel vous travaillez. Soyez attentif à la qualité de votre rédaction dans les mails, dans les tweets, dans vos mémoires, dans vos rapports de stage ou d'expérience, puisque c'est particulièrement désagréable de lire un texte truffé de fautes et surtout ça décrédibilise le message que vous présentez. Voilà, ça c'était la petite information personnelle. Autre information qui va assurer une bonne lisibilité sur un site, c'est évidemment la question des contrastes. Alors, parler de contraste ne signifie pas qu'il faut systématiquement utiliser une police en noir sur un fond blanc. Non, on a un très bon contraste sur l'exemple de droite avec un fond noir et une écriture en blanc dessus, c'est pas un souci. Il s'agit juste de s'assurer effectivement qu'on aura un contraste suffisant entre la couleur de votre police et la couleur de fond. Avec l'apparition du flat design, on observe une grande mode qui est celle de faire apparaître du texte sur des visuels. Alors c'est bien, le problème c'est que ça n'est pas systématiquement lisible. Et puis c'est pas forcément toujours pérenne. Lorsque vous allez par exemple travailler pour un client, lui mettre en place un diaporama sur l'accueil de son site en fond, et vous allez mettre du texte dessus en toutes lettres, vous allez choisir les visuels qui vont permettre d'assurer un contraste suffisant, mais à terme, l'objectif est que votre utilisateur, enfin votre client, puisse changer les images de fond pour les actualiser. Alors lui ne va pas forcément porter la même attention au contraste suffisant. On se retrouve donc souvent avec des textes sur des diaporamas ou des visuels de fond qui ne sont pas suffisamment lisibles, qui ne se décrochent pas assez. Je rappelle que la solution du contour sur la police d'écriture n'est pas une bonne idée. Donc du coup, vous allez souvent voir sur ces sites une sorte de filtre qui va être ajouté sur le visuel, de couleur ou non, pour permettre un contraste plus important entre le visuel et l'écriture. Voilà pour la lisibilité. J'enchaîne maintenant avec le troisième ensemble. Pour être ergonomique, un support de communication doit être intuitif. L'idée, c'est qu'il ne doit pas chercher l'information. Alors, je vous ai mis un petit exemple de flyer pour un festival. Je vous laisse quelques secondes pour le consulter et essayer de deviner à quel festival il fait référence. Voilà, voilà, tic-tac. Il s'agit en fait des Eurokéennes de Belfort. Alors bravo à tous ceux qui l'ont identifié immédiatement, dès le premier regard jeté sur ce flyer, parce que c'est quand même pas l'information qui ressort le plus. On a trop d'informations présentées à un niveau équivalent, à la fois dans la taille de la police, dont la police est utilisée. Les informations ne se détachent pas bien. On a un vrai problème de hiérarchisation de l'information sur ce fly. Alors je vous rassure, il ne s'agit pas d'un vrai flyer réalisé pour le festival de Belfort, des Eurokéennes. C'est un travail qui avait été réalisé par des étudiants dans une autre école. Voilà, je vous rassure, ils ne l'ont pas vraiment diffusé en ce sens, dans ce format-là. Mais c'est pour souligner l'importance qu'on doit porter dans la structuration des informations sur un support, qu'il soit print ou web. En principe, s'il est intuitif, le site permettra à l'internaute de ne pas avoir à réfléchir à son fonctionnement une fois qu'il arrive dessus pour pouvoir naviguer entre les différentes pages. Ça n'est pas systématiquement le cas. Le prouve ce site. Je vous ai mis une capture d'écran sur cette diapo. Un lien se cache derrière le site. Je ne vais pas le détailler avec vous maintenant dans cet enregistrement puisque nous y reviendrons en cours ensemble. Nous naviguerons ensemble sur cette interface pour relever les points forts et les points faibles de l'organisation de la navigation sur ce site. J'enchaîne donc avec la diapo suivante. Alors, on l'a dit, l'activité principale de l'internaute sur un site est sa navigation. Avec pour objectif toujours de lui assurer un maximum d'efficacité, de rapidité et de facilité d'accès à l'information. Pour cela, on va fournir un certain nombre de repères à l'internaute à travers la barre de navigation, le menu principal dont on a parlé tout à l'heure, le fil d'Ariane, les liens et le moteur de recherche. Alors on va aborder ces points les uns après les autres, mais avant,
vous devez systématiquement, comme point de départ, vous appuyer sur les habitudes de navigation de vos internautes pour ne pas les dérouter. Alors on va commencer par le plus classique, le clic sur le logo pour revenir à la page d'accueil. C'est une habitude de navigation. Lorsque le logo ne présente pas un clic permettant le retour à la page d'accueil, l'internaute a tendance à le ressentir comme un dysfonctionnement. Et donc ça entame un petit peu l'image de marque du site qui se cache derrière cette absence de clic. Il est donc important de bien placer l'utilisateur dans un mode de navigation familier, même si cette habitude n'est pas forcément pertinente. Je m'explique. En quoi cliquer sur le logo est-il cohérent pour revenir à la page d'accueil en termes de contenu? Parce que ça ne l'est pas. Si on se concentre sur ce qu'est un logo par rapport à une marque, le logo est le socle de l'identité visuelle d'une marque qui va permettre, à travers une illustration, une police d'écriture, des codes graphiques en tout cas, de dégager les valeurs de l'entreprise qu'il représente. Si on devait mettre en lien le logo avec un contenu sur le site, il serait beaucoup plus approprié en termes de contenu de mettre comme renvoi au clic sur le logo un renvoi vers la page à propos ou la page de présentation de la marque. En termes de logique de contenu, ce serait bien plus pertinent que de le renvoyer vers la page d'accueil. Mais là encore, les habitudes de navigation ont la dent dure. Si vous faites ça, potentiellement, vous allez perturber l'internaute qui, lui, a l'habitude d'arriver à la page d'accueil en cliquant sur le logo. Donc, vous conservez le lien vers la page d'accueil sur le logo, mais vous pensez aussi à cette minorité, certes, mais à cette minorité tout de même d'utilisateurs qui n'ont pas ce réflexe-là, parce qu'ils n'ont pas une expérience de navigation approfondie sur les interfaces web, et qui, du coup, s'ils ne cliquent pas sur le logo, sont obligés d'utiliser notamment la flèche précédente de leur navigateur pour revenir à l'interface d'accueil. Vous devez pour un maximum d'équité, leur proposer une alternative au clic sur le logo. Et cette alternative, c'est notamment un lien accueil en toutes lettres dans votre menu principal. On a un petit peu la même logique avec les pictogrammes. Quand on fait un audit de site, on va parler de signifiance des codes graphiques utilisés. Les pictogrammes sont souvent, en tout cas de plus en plus pour certains, à utiliser seuls. Je vous en ai mis quelques-uns sous les yeux. La maison pour le retour à la page d'accueil, le caddie ou le panier dans une interface e-commerce, souvent les pictos de réseaux sociaux aussi, sont utilisés seuls parce qu'ils sont progressivement rentrés dans les habitudes de navigation et peuvent du coup se permettre de ne pas être accompagnés de texte et d'être présentés seuls. Attention tout de même à bien connaître vos utilisateurs pour vous assurer que les codes graphiques, les illustrations, les pictogrammes que vous allez leur présenter sont bien intégrés, sont bien compris par eux. C'est pas forcément toujours évident. Vous avez notamment des pictogrammes correspondant à des réseaux sociaux moins fréquentés, moins utilisés par les cibles que vous visez, qui nécessiteront peut-être d'être tout de même au cas où accompagnés de textes pour que les internautes fassent bien le lien ou comprennent à quel contenu cela fait référence. Dernière petite remarque sur les pictogrammes qu'on a sous les yeux, même coup de gueule que pour le logo, le pictogramme maison pour revenir à la page d'accueil a du sens en anglais, n'en a absolument pas sur une interface française. Je ne rentre pas à la maison lorsque je vais sur la page d'accueil de mon site, ça n'est pas ma maison. En revanche, en anglais, ça va avoir du sens puisque, comme vous le savez, la page d'accueil s'appelle la home, home qui signifie maison. Donc cette utilisation graphique de la maison a du sens sur une interface anglaise. En français, le plus pertinent reste tout de même l'intitulé en toutes lettres accueil. Une fois que vous avez commencé à concevoir votre interface en vous appuyant un maximum sur les habitudes de navigation, vous allez ne pas vous limiter à ça et vous allez offrir un maximum de repères sur votre site aux internautes pour faciliter leur navigation sur le site. Un des premiers repères auxquels on va pouvoir penser, c'est le fil d'Ariane, qui est à la fois, comme le menu principal, à la fois un repère et un moyen de navigation. Alors ce fil d'Ariane, c'est ce que vous avez souvent, je vous en ai mis un exemple ici, c'est souvent ce que vous avez sous le menu principal. C'est une suite d'informations, une suite de liens qui retrace votre parcours à vous d'utilisateur pour accéder au contenu que vous êtes en train de consulter. Ce fil d'Ariane va souvent démarrer par l'intitulé accueil et va s'achever par l'intitulé de la page sur laquelle vous êtes présent. En vous présentant les différents clics que vous avez faits, les différentes entrées
par lesquels vous êtes passé pour arriver sur la page de contenu actuel. Alors, les particularités du fil d'Ariane, pour être efficace, il n'a pas l'obligation d'être présent sous la barre de navigation, hein, qu'on soit d'accord, mais c'est effectivement souvent là qu'il est placé. Le fil d'Ariane, pour être efficace, doit indiquer à l'internaute où il est et par où il est passé pour y arriver. Il va le faire efficacement s'il présente dans les différents intitulés présentés dans le fil d'Ariane les mêmes intitulés que les liens qui ont été cliqués, que les rubriques, les sous-rubriques, les titres de page sur lesquels on a cliqué. Si on n'a pas la même expression, on perd un petit peu la notion de repère du fil d'Ariane. Le point de départ, je vous l'ai dit, c'est la page d'accueil. On met en place une séparation claire entre les différentes étapes, alors souvent avec un chevron ou un slash. C'est un contenu qui est un repère certes, mais qui n'est pas un contenu prioritaire, donc c'est pour ça que souvent il va avoir une police un petit peu plus petite que le reste du site. Si c'est pour le mettre en police taille 4, c'est pas la peine, parce que là on le verra pas du tout, et donc du coup il ne servira à rien. Et puis surtout, pour être complet, le fil d'Ariane doit être intégralement composé de liens cliquables, à l'exception de la dernière étape. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas qu'un repère de navigation, c'est aussi un moyen de navigation. Je dois pouvoir cliquer sur les étapes précédemment traversées pour me permettre de revenir en arrière si je le souhaite, sans avoir à utiliser la flèche retour en arrière de mon navigateur. L'idée, c'est d'offrir tous les moyens de navigation d'un site à l'intérieur de ce site. L'internaute ne doit pas avoir besoin d'éléments extérieurs comme les options proposées par le navigateur, par exemple. Donc, tous les éléments, toutes les étapes du fil d'Ariane sont des liens cliquables, à l'exception de la dernière étape. Pourquoi ? Parce que c'est la page sur laquelle on se trouve déjà. Si on y mettait un lien cliquable, le fait de cliquer dessus ne ferait que recharger la même page, donc ça n'a que très peu de sens. Autre repère et moyen de navigation que vous pouvez proposer à vos internautes sur un site, moyen de navigation complémentaire assez intéressant, c'est le moteur de recherche interne. Alors attention, c'est pas toujours nécessaire sur un site. Pendant longtemps, j'avais des équipes de concepteurs ou des étudiants qui, lorsqu'ils travaillaient à la conception d'un site, marquaient automatiquement le moteur de recherche interne, sauf que ça n'avait pas forcément toujours sa justification. Si vous vous baladez par exemple sur un portfolio, il y a peu de pertinence à mettre en place un moteur de recherche interne sur un portfolio. On va rarement chercher une information en particulier sur un portfolio, on va plutôt flâner pour découvrir les réalisations de l'auteur et se faire une idée sur son niveau d'expertise et de compétence. En revanche, sur une interface e-commerce, par exemple, le moteur de recherche interne va avoir une importance capitale, puisqu'il va permettre à un profil utilisateur plus aguerri, qui connaît la marque, qui connaît les produits, d'accéder beaucoup plus rapidement aux produits qu'il recherche, sans lui demander de passer par les rubriques, les sous-rubriques, par les pages liste produits, puis par la fiche produit, pour ensuite éventuellement un ajout au panier. Donc on lui facilite sa démarche, sa navigation, on lui propose un parcours de navigation plus adapté à sa situation, à son profil, à son besoin. Pour être efficace, ce moteur de recherche doit évidemment être bien positionné. Si c'est pour le planquer sur votre site, c'est que potentiellement vous n'en avez pas nécessairement besoin sur l'interface. C'est pour ça que c'est souvent un contenu qu'on va voir en haut de page ou en sidebar, en colonne latérale. Si vous le construisez, il faut permettre une saisie suffisante. Il n'y a rien de pire qu'un champ de recherche trop court, ou lorsque l'utilisateur a une expression un peu longue à saisir pour sa recherche, il se retrouve à n'avoir sous les yeux que les derniers caractères de sa saisie et pas les premiers, parce que le champ est tellement petit que les premiers caractères ont été masqués. Donc il faut que vous ayez des champs suffisamment importants. Et puis aussi, n'hésitez pas à mettre un intitulé. Alors si, comme sur Google par exemple, vous allez avoir le pictogramme loop qui est entièrement rentré dans nos habitudes de navigation pour identifier la recherche, comme élément de validation de votre champ de saisie, il n'y a pas nécessairement le besoin d'indiquer le mot recherche à l'intérieur ou au-dessus de votre champ. Puisque la loupe va jouer ce rôle-là. Si par contre votre bouton de validation c'est OK, et là il serait bon quand même d'indiquer rechercher ou saisissez ici votre recherche comme on l'a sur l'exemple juste au-dessus.
Alors, ça c'est un petit jeu que je fais avec mes classes en présentiel, vous pouvez y jouer aussi, vous, à la maison. Sur cette interface-là, je vais vous demander d'identifier, sur cette capture d'écran, tous les liens qui sont présents. Donc je vous laisse, à votre avis, identifier les liens présents sur cette capture d'écran. Pour ceux qui n'ont pas encore trouvé le nombre ou qui veulent encore compter, je vous conseille de mettre l'enregistrement sur pause. Moi, je vais passer à la diapo suivante. Attention, la diapo suivante vous donne les réponses. Je vous ai encadré les différents liens de l'interface et vous allez peut-être avoir quelques surprises. Pourquoi quelques surprises? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quelques incohérences sur cette interface. Un lien déjà sur une interface doit se distinguer du texte pour permettre à l'internaute d'identifier qu'une interaction va être possible. Il doit être bien identifiable dans son état normal. Il doit présenter une interaction au survol, c'est-à-dire un changement d'état au survol de la souris, et si possible, montrer un changement d'état une fois qu'il a été cliqué. L'élément caractéristique du lien sur une interface web, c'est sa codification initiale, c'est-à-dire du bleu électrique et un soulignement de base. Le soulignement sur une interface web est le signe de la présence d'un lien. Vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser le soulignement pour de la mise en page parce que ça amènera forcément un doute et une ambiguïté avec la présence ou non d'un lien. Typiquement sur la page, la mention attention dans l'attente inutile de remplir une nouvelle déclaration qui est soulignée pourrait être prise pour un lien puisqu'elle est soulignée. Donc vous évitez le soulignement pour de la mise en page et vous ne réservez ce format-là que pour les informations de lien. Alors, autre élément, je ne vais pas tous les faire, mais autre petit point sur lesquels on va pouvoir réagir, notamment ici sur la gauche, nous vous mettons en garde contre des organismes, blablabla, avec un lien en savoir plus. Alors c'est comme les liens lire la suite, en savoir plus, ils sont très utilisés quand on va présenter par exemple un extrait d'article avec la possibilité d'accéder à la page dédiée à cet article, on va présenter un lien, en savoir plus ou lire la suite. Ce sont des liens dont on a du mal à se défaire, c'est pas forcément toujours facile de faire sans. Dans la mesure du possible, il serait progressivement bien d'aller plutôt vers des liens plus pertinents, qui seraient potentiellement aussi un petit boost pour le référencement. Je travaillais sur une interface là par exemple, d'une actualité, on lisait l'actualité et on avait des liens nous permettant d'accéder depuis cette actualité à la visualisation de l'actualité précédente et de l'actualité suivante. Alors on pourrait très bien avoir des liens suivants et précédents, au-dessus et en dessous de notre actualité affichée, mais ce qui est peut-être plus pertinent, c'est au contraire de mettre l'intitulé complet de l'actualité suivante et l'intitulé complet de l'actualité précédente sous forme de lien pour les désigner plutôt qu'avoir un lien un petit peu flou, ou, enfin un lien avec un mot enveloppe, quoi. On est sur un degré de précision plus important. Comme on parle de précision, j'aimerais bien aborder le dernier lien de la page, tout en bas de la page. Vous souhaitez avoir des informations liées à votre situation personnelle, cliquez ici, au secours. Cliquez ici. Alors ici, c'est 3 lettres, c'est-à-dire qu'en termes de visibilité, c'est que dalle. Mettre un lien sur 3 lettres ne permet pas de l'identifier, même si là pourtant on avait un soulignement, on a un petit peu plus de mal à le repérer parce qu'il est vraiment tout petit. Et puis surtout en termes de sémantique, poser un lien sur un mot aussi creux que ici, qui ne veut rien dire sur une interface web, là encore ça manque un petit peu de pertinence. Il vaut mieux revoir la formulation de la phrase pour poser le lien sur l'intitulé du document ou l'action qu'on va pouvoir réaliser en cliquant sur ce lien. Alors, vous vous doutez bien que ces 2 diapos vont introduire un questionnement sur les liens. Je vous ai fait un petit récap sur cette diapo. Donc, pour être efficace, les liens doivent être reconnaissables, ils doivent être différents du texte, montrer une interaction. Alors, souvent, il y a des concepteurs, des designers ou des graphistes qui n'ont pas envie de mettre du lien sur l'état normal d'un lien. Pas envie de mettre du soulignement sur l'état normal d'un lien, parce qu'ils ne trouvent pas ça très joli. Et donc, ils vont plutôt changer la couleur. Ils vont mettre un contraste assez important entre la couleur de la police normale et la couleur de la police des liens. C'est un élément intéressant. Attention, vous ne pouvez pas, en termes d'accessibilité, limiter une information à la simple couleur.
Donc il faut vraiment que cette information de contraste soit suffisamment importante. Et au-delà de ça, il faut que votre interaction soit claire. Donc si vous n'avez pas de soulignement à l'état normal, il serait bon qu'au survol, le soulignement apparaisse pour confirmer la présence d'un lien à l'internaute. Pour être efficace, les liens doivent également être cohérents. Ils doivent avoir une présentation identique sur l'intégralité du site. Il n'y a pas de raison que sur la page d'accueil, mes liens lire la suite, par exemple, soient en rose avec un pictogramme et sans soulignement, et que sur les autres pages, mes liens lire la suite, qui sont présentés dans le même contexte mais juste sur une page différente, soient présentés avec soulignement en vert et sans pictogramme. C'est pas logique. Donc il faut qu'il y ait une forme de cohérence à l'intérieur de l'intégralité de votre interface. Et puis, il faut que vous soyez capable de faire une différence entre lien et bouton. Je vous ai mis un exemple ici avec télécharger le document. Sur la gauche, vous avez un lien télécharger le document et sur la droite, vous avez un bouton télécharger le document. Les deux ne peuvent pas permettre la même action. À terme, elles ont le même objectif, qui va être le téléchargement d'un document, mais le lien va renvoyer vers une page d'information sur ce document qu'on va pouvoir télécharger, avec éventuellement l'élément qui nous permettra de déclencher l'action. Et cet élément qui nous permet de déclencher l'action n'est autre que le bouton télécharger. C'est ça la différence entre lien et bouton. Le bouton va déclencher une action immédiate, le lien désigne une information. Dernier point de l'accompagnement que vous allez pouvoir mener sur le site par rapport à vos utilisateurs et leur navigation. On l'a vu, hein, vous vous basez sur leurs habitudes de navigation, vous leur proposez malgré tout un maximum de repères et vous acceptez le fait que malgré tout ce travail en amont, malgré les repères que vous allez lui donner, votre internaute va se tromper, qu'il ne va pas nécessairement prendre le chemin que vous lui avez gentiment balisé, et du coup qu'il risque de commettre des erreurs et que votre rôle à vous dans la conception de votre site est de lui donner les moyens de se corriger, de se rassurer et de reprendre sa navigation. On va illustrer toute cette réflexion-là avec ce qui m'apparaît comme étant l'exemple le plus efficace, à savoir celui des formulaires. Les formulaires, ils sont intéressants parce qu'ils nous permettent d'identifier très clairement comment on va pouvoir accompagner notre internaute en amont de leur saisie du formulaire, pendant la saisie du formulaire et à la fin. Alors en amont, c'est ce qu'on a sous les yeux, c'est tout simplement la présentation du formulaire, la présentation des intitulés, des libellés des différents champs à saisir et des champs de saisie. Sur l'exemple de gauche, on est sur un mauvais exemple puisqu'on a énormément d'espace, énormément de marge entre les libellés et les champs de saisie. Cette marge-là rend difficile la connexion. Alors là, on est d'accord, on est sur un formulaire de contexte qui fait 4 champs. Quand vous êtes sur un formulaire plus long, comme une enquête en ligne par exemple, là, ça devient plus compliqué. Et donc, vous demandez un effort systématique à votre utilisateur pour bien mettre en connexion le libellé du champ. On ne va pas s'amuser avec le doigt à faire le lien pour être sûr de ne pas remplir le mauvais champ. Donc sur l'exemple de droite, rapprocher avec là ici un alignement à droite par exemple, les différents libellés de leur champ est un bon réflexe. De plus en plus sur les interfaces de formulaire, vous avez la mise en page suivante, les libellés sont indiqués à l'intérieur des champs de saisie. Alors ça paraît être une très bonne idée parce que ça permet vraiment de les mettre en connexion et de réduire l'espace occupé par le formulaire. Le problème c'est que souvent lorsqu'on va commencer la saisie du champ, le libellé qui se trouve à l'intérieur va disparaître et donc on enlève avec cette disparition du libellé tout repère, toute information sur le contenu que doit saisir dans le champ l'internaute. Cette présentation des formulaires pourrait être plus pertinente si lorsqu'on commence la saisie, le libellé qui se trouvait à l'intérieur du champ passe avec une légère animation au-dessus, comme ça on ne perd pas cette information de repère. Pendant la saisie, on va aussi pouvoir accompagner notre utilisateur parce qu'il y a de fortes chances pour qu'il commette une erreur. Et s'il commet une erreur, la première chose qu'on doit faire, c'est le rassurer. Il faut lui indiquer qu'il a commis une erreur, ça n'est pas grave, le rassurer sur le fait qu'il n'a rien cassé, sans l'infantiliser, là c'est moi qui en rajoute un petit peu. Comment on va pouvoir faire ce travail correctement ? Eh bien tout simplement en lui indiquant des messages d'erreur correctement formulés, qui vont permettre de renseigner sur les erreurs qui ont été commises et de donner les clés
pour corriger les erreurs commises correctement et ne plus se retrouver avec des messages d'erreur au moment de la validation du formulaire. L'idée du coup pour faciliter cet apport d'informations, c'est déjà de mettre en connexion le message d'erreur avec le champ de saisie qui est incriminé. Et de ne surtout pas supprimer la saisie de l'utilisateur qui, si on lui supprime l'intégralité de son champ, va comprendre qu'il y a une erreur sur, comme dans cet exemple-là par exemple, il y a une erreur sur le champ objet, mais on m'a enlevé ce que j'avais saisi dedans, donc du coup c'est pas forcément très pratique pour moi de la corriger. Donc, vous placez vos messages d'erreur en regard des champs qui sont incriminés, vous mettez en avant ces champs, ça peut être une couleur de fond, ça peut être un contour, vous pouvez être sur du rouge ou sur du orange pour être un peu moins agressif, évitez du vert pour indiquer une erreur, hein, ça va brouiller un petit peu le message, on l'a vu dans la perception symbolique des couleurs. Et puis surtout, on va formuler correctement le message d'erreur. Chaque message d'erreur doit être spécifique à l'erreur commise et doit permettre à l'utilisateur de se corriger. Essayez aussi de faire, alors ça va faire sourire, mais de rédiger des messages d'erreur polis, hein, et en minuscules, parce que c'est pas la peine d'hurler sur votre internaute pour lui dire inscris un objet ou tu as oublié l'objet, parce que c'est assez désagréable et très culpabilisant. Non, votre rôle, c'est de ne pas le punir parce qu'il s'est trompé. S'il s'est trompé, c'est que vous avez mal anticipé votre interface, donc à vous de trouver des solutions pour lui faciliter la correction. Et puis enfin, on va accompagner l'utilisateur à la fin de son action, à la fin de la saisie du formulaire, puisqu'on va lui indiquer un message de confirmation. Il n'y a rien de pire qu'un formulaire, lorsque vous avez fini de le remplir et que vous tapez, vous cliquez sur valider ou envoyer, vous voyez la page surchargée et le formulaire qui s'affiche devant vous vide et vous n'avez aucune info. Et là vient l'énorme moment de doute où vous vous dites, est-ce qu'il a pris en compte ce que je viens d'envoyer ou est-ce qu'il faut que je recommence tout depuis le début ? Donc c'est un petit peu agaçant, d'où la nécessité, là encore, de présenter un message bien rédigé, poli, respectueux, qui indique la réussite de l'action réalisée par l'utilisateur, à savoir le remplissage d'un formulaire dans ce cas précis. Voilà pour l'aspect intuitif nécessaire à une interface web pour être ergonomique, et on va aborder dernier critère de ce chapitre, qui est celui de l'accessibilité. Alors, l'accessibilité, je vous ai mis une définition classique de l'accessibilité, c'est celle, tout simplement, cela consiste à offrir à l'ensemble des internautes l'accès à votre site web sans distinction d'âge, d'expérience de navigation, de handicap, de matériel, etc. Je vous laisse cette définition, même si elle a un petit peu évolué entre-temps, parce que on a trop souvent, vous avez trop souvent, tendance à associer l'accessibilité avec la notion de handicap. Or, l'objectif de l'accessibilité est, comme c'est indiqué ici, d'offrir le même accès à votre site à tous les utilisateurs. Et il ne s'agit pas juste d'une question du handicap, mais aussi de différence de qualité de matériel, d'assurer la même performance d'un site internet qu'on ait une connexion internet fibrée ou pas fibrée, qu'on ait 55 ans, 82 ou 20 ans, et aussi de proposer par exemple plusieurs parcours de navigation sur un site pour coller à la fois aux profils utilisateurs qui auront plus l'habitude d'internet et de ces leviers en termes de navigation, et puis pour ceux qui sont un peu plus novices et qui ont moins l'habitude. Donc il faut vraiment prendre ça dans une dimension beaucoup plus globale. Alors, ça a beaucoup moins d'incidence maintenant, mais je continue encore à le dire au cas où, pour vous sensibiliser à une phase de gestion de projet qui est nécessaire dans un projet web, qui est la phase de recettage. Avant la mise en production d'un site, il vous faut faire toute une batterie de tests pour vous assurer que le site fonctionne correctement et de la même manière sur, par exemple, l'ensemble des navigateurs. Alors à l'époque, il y avait une véritable différence d'interprétation des navigateurs, des langages de code qui étaient utilisés, et on pouvait avoir des vraies différences de mise en page d'un navigateur à un autre. Sur Firefox, ça pouvait très bien s'afficher, et puis sur Internet Explorer 6 notamment, vous aviez une mise en page complètement destroy, parce que le code n'avait pas été interprété de la même manière. Donc il fallait faire du coup à ce moment-là des codes alternatifs pour corriger les bugs et s'assurer du résultat équivalent dans tous les navigateurs. Là, c'est quand même largement moins le cas maintenant, on a des comportements assez cohérents, mais il n'empêche, si vous voulez garantir la même mise en page, la même qualité de site à tous vos utilisateurs, quel que soit le navigateur qu'ils utilisent, il faut que vous le testiez.
Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une information ne peut pas limiter à la couleur. Une information de lien reste quand même plus intéressante lorsqu'on offre un contraste suffisant et un soulignement pour bien le faire ressortir. J'insiste, même si graphiquement c'est un peu moins sexy, ça reste quand même beaucoup plus efficace. Si vraiment on amène une information par la couleur, à ce moment-là, le contraste est l'élément sur lequel il faut se concentrer. Typiquement, par exemple, et je crois que je l'ai mis après, voilà. Il ne s'agit pas nécessairement, quand on parle de la couleur, de dire ah, il y a des gens qui sont aveugles et il y a des gens qui ne le sont pas. Non. Il s'agit de dire qu'il y a des gens qui voient, et comme ça, par exemple, qui vont voir le site de l'IUT de cette manière-là, et puis vous en avez d'autres qui vont le voir comme ça. Les daltoniens, par exemple, ne vont pas du tout voir les couleurs de la même manière que vous, et donc ne pourront pas voir le site tel que vous l'avez conçu. Pourtant, il n'y a pas de raison que des daltoniens n'aient pas accès à la même facilité de navigation et aux mêmes informations que vous présentez sur votre site. Alors, leur garantir la visibilité, enfin, les mêmes couleurs que pour tous les autres utilisateurs, ça n'est pas possible, mais par contre, vous pouvez vous assurer de leur offrir une lisibilité suffisante sur les contenus avec justement une attention particulière sur les contrastes de votre interface graphique. Autre questionnement sur l'accessibilité, c'est l'aspect multi-support et donc la question du responsive. On ne navigue plus uniquement sur un ordinateur, on navigue aussi sur des plateformes telles que des smartphones ou des tablettes. Il faut que cette navigation soit respectée pour garantir une même qualité de navigation sur un site que l'on soit sur son ordinateur ou sur son smartphone. Pour ça, on va nécessairement retravailler la hiérarchisation des informations. Ça n'est pas parce que on décide de partir sur une interface responsive que lorsqu'on va réduire par exemple la largeur de notre navigateur sur un ordinateur fixe, que lorsqu'on va réduire la largeur de notre fenêtre de navigateur, tous les blocs vont se mettre de manière magique les uns en dessous des autres tout seuls. Non, il y a un minimum de réflexion à apporter sur l'organisation de la hiérarchisation des contenus selon le support de navigation qui est utilisé, tablette, smartphone, desktop. Donc du coup là par exemple sur l'exemple que je vous ai mis sur les diapos, c'est l'ancien site de la DIRA, l'agence de développement économique du Bas-Rhin. Il a été refondu entre temps, donc vous ne le verrez pas tel quel. Si vous regardez la version desktop sur la gauche, vous avez dans le header le logo puis des informations sur la droite. Vous avez ensuite le menu principal présenté de manière horizontale. Et ensuite, on a une répartition en 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire une zone principale de contenu au milieu, sur les 2 tiers de la largeur de l'écran, et une colonne latérale sur 1 tiers de la largeur de l'écran. Si on se concentre sur la zone principale, la première information à laquelle l'internaute est confronté, c'est un diaporama. C'est juste un enchaînement de visuels. Ces visuels ne sont pas cliquables, il n'y a pas de texte qui vient s'apposer dessus, c'est réellement uniquement du visuel. Et sur la droite, pour compléter cette information, on a un édito, enfin on a une présentation de la DIRA en quelques lignes pour les publics novices. Et en dessous, on va avoir un bloc défilant présentant les différentes actualités de la structure. Si vous regardez l'interface smartphone qu'on a sur la droite, donc qui date un petit peu maintenant, hein, mais c'est une des premières réalisations mobiles. Si vous regardez un petit peu sur la droite, on a évidemment ajusté les informations, on les a optimisées pour épouser les contraintes de ce nouveau support, et notamment la largeur très réduite du support. Et on se rend compte du coup que on retrouve les mêmes informations que dans le header. Petite différence notamment sur l'accès à la recherche, puisqu'il va falloir cliquer avec son doigt sur le picto loupe pour déployer le champ de saisie qui était accessible jusque-là directement sur la version desktop. On va avoir un menu restreint avec l'information accéder au menu. On va voir ensuite la question du menu burger. Et puis, si on avait respecté la logique qui veut que si on réduit la largeur du conteneur, on va avoir tous les blocs d'informations qui vont se mettre les uns en dessous des autres, logiquement, le premier contenu qu'on devrait avoir sur smartphone, c'est comme sur desktop, le diaporama. C'est pas le cas ici, tout simplement parce que ça n'avait pour nous pas de sens de donner un impact aussi important à du visuel qui va prendre l'intégralité de l'écran lorsque vous arrivez sur le site et qui n'apporte aucune information supplémentaire ou pertinente. Du coup, l'idée a été de restructurer et de hiérarchiser
pour smartphone les contenus. Et effectivement, le contenu privilégié à partir d'une certaine largeur de fenêtre, ce sont les actualités. Ce sont elles qui vont arriver en première position, suivies tout de suite après du petit texte de présentation de la structure, de la DIRA, pour s'adresser à la fois aux gens qui connaissent et qui veulent du contenu actuel et actualisé, mais aussi pour les gens qui ne connaissent pas la structure et qui du coup vont avoir besoin de ces légères informations pour bien cerner son rayonnement. Donc, la notion, toute la logique qui est portée par l'arborescence et sur laquelle j'ai déjà beaucoup insisté au démarrage d'un projet, s'applique évidemment aussi sur toutes les réalisations responsives. Sur une question d'accessibilité, puisque vous allez voir en pratiquant un petit peu que l'ergonomie va se recouper avec le référencement, va se recouper avec l'accessibilité, sont des notions qui se recoupent sur certains points, pas sur tout, mais sur certains points. Sur l'accessibilité notamment d'une interface web, lorsqu'elle est responsive, il faut aussi s'assurer que la navigation va être facilitée en respectant les contraintes de ces nouveaux supports. Est-ce que les boutons vont être suffisamment grands? Est-ce que les liens vont être suffisamment espacés? Puisqu'on n'a pas la même précision de sélection avec un doigt qu'avec le curseur d'une souris. Donc c'est tous ces éléments auxquels il faut penser pour faciliter le travail de l'internaute. Progressivement et avec l'explosion du mobile, on a des nouvelles signalétiques qui sont imposées à nous, qui progressivement rentrent et viennent compléter nos habitudes de navigation, notamment le burger icon. Alors là, vous en avez une variante avec les 3 points, mais vous avez souvent 3 traits qui font la même largeur les uns en dessous des autres pour désigner l'accès au menu. Attention, ça n'est pas parce que pour vous c'est rentré dans vos habitudes de navigation que c'est le cas pour tous les utilisateurs. Vous avez encore des utilisateurs qui n'identifient pas clairement ce à quoi va renvoyer ce pictogramme, d'autant que c'est un pictogramme qui existe déjà depuis plus longtemps, enfin depuis très longtemps, pour désigner autre chose. Je pense que vous avez tous fait du traitement de texte un jour ou l'autre, et ces 3 traits les uns en dessous des autres, c'est la justification. C'est pas un accès à un menu. Donc, là encore, le message, le postulat est toujours le même. Connaissez bien vos cibles, étudiez-les suffisamment pour vous assurer que les signalétiques que vous allez leur proposer, même si elles sont rentrées dans les habitudes de navigation d'un certain nombre d'internautes, concernent bien ces habitudes, vos internautes, vos cibles à vous pour le site que vous réalisez. Je vous ai remis du coup un petit peu ces informations-là pour conclure sur ce point d'accessibilité, pour assurer une navigation confortable et efficace sur des supports différents. Il faut faire attention à la taille des boutons, au positionnement des zones de navigation, à la structure, la hiérarchie des contenus qui sont présentés. Et puis il y a une dernière information qu'il ne faut pas que vous compreniez mal, donc je vais préciser. Zoom inutile si affichage optimisé. Si votre interface est suffisamment optimisée, ce petit geste de pincement que vous faites en poussant votre index de votre pouce pour zoomer sur votre écran de smartphone ou de votre tablette pour accéder à l'information, si votre site est optimisé, logiquement, on ne devrait plus avoir besoin de zoomer. Mais vous ne devez pas supprimer la possibilité de zoomer pour vos internautes, parce que certains, même si c'est optimisé, se sentiront plus à l'aise en agrandissant telle ou telle zone de leur écran. Donc il ne faut pas l'empêcher. Voilà, je m'arrête là puisque comme vous le devinez à cette nouvelle diapo, on a fini de faire le tour de ces différentes bonnes pratiques qu'on va pouvoir mettre en place. Alors évidemment, il y en a d'autres, on ne peut pas tout vous amener sur un seul cours. Je vous engage à pratiquer déjà un maximum d'analyse d'interface, à vous poser les bonnes questions lorsque vous concevez des écrans, des maquettes ou des sites. C'est comme ça que ça va venir aussi progressivement. Vous avez des séries d'articles ou de publications passionnantes sur le sujet. Voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est un petit peu l'idée. Dans le 4e chapitre de ce cours, je vous présente les différents critères à utiliser pour un audit ergonomique, mais je ne l'aborderai pas dans cet enregistrement. Je vous remercie donc pour votre attention sur ce 3e chapitre du cours d'ergonomie consacré aux bonnes pratiques et vous dis à bientôt pour le prochain enregistrement ou la prochaine RS selon l'ordre d'apparition. Merci à vous.